Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée et à la compréhension approfondie des dynamiques contemporaines. Dans cette séquence, nous revenons sur l'intervention du Dr Rufin consacrée à l'Union africaine, au Mali et à l'ensemble sahélien, à travers une lecture attentive des cadres décisionnels actuellement mobilisés. Son propos s'inscrit dans un contexte institutionnel précis, où le choix des termes, des procédures et des mécanismes de coordination jouent un rôle central dans la perception et la portée des orientations évoquées. Cette analyse met en lumière la logique interne des instances continentales, la manière dont les États interagissent au sein de ces structures et les équilibres recherchés dans un environnement diplomatique exigeant. L'objectif n'est pas de trancher, mais de comprendre comment ces décisions sont formulées, présentées et interprétées à l'échelle régionale et internationale. Restez avec nous pour une lecture claire, structurée et accessible, qui permet de mieux saisir les enjeux institutionnels, stratégiques et coopératifs évoqués, dans une approche factuelle, neutre et respectueuse, favorable à un débat informé et constructif. L'Union africaine demande qu'il y ait une intervention militaire de la communauté internationale. Où? Au Mali. Hey! Ils disent que la situation se détériore au Mali et donc il faut que la communauté internationale puisse intervenir. En fait, l'Union africaine, ils sont tellement bêtes qu'ils sont même pas capables de dire ouvertement que c'est la communauté internationale, de parler plutôt, au lieu de mettre communauté internationale, s'ils étaient intelligents, ils allaient mettre communauté occidentale. Ils demandent une intervention de la communauté occidentale, pas de la communauté internationale. Ils veulent que la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et tous les parias là, dont les économies sont en train de s'effondrer, qu'ils interviennent au Mali. Là, c'est l'Union africaine. Question. Pourquoi ils doivent intervenir au Mali? L'Union africaine dit que non, mais la situation est en train de se détériorer. Écoutez bien. La situation est en train de se détériorer. Il y a 2 jours, je vous avais même dit ça, l'Union africaine a suspendu le Mali, le Burkina et le Niger, 2 des instances de l'Union africaine. Très bien. Il y a 2 jours. Hein. Et ils se rappellent que non, mais donc on va intervenir. Mais vous les avez suspendus. Ça veut dire que les problèmes qu'ils ont là, ça ne vous regarde pas. Vous voyez comment ils sont bêtes. À l'Union africaine là, c'est des clowns. C'est pire que des clowns. À l'Union africaine, ils sont nuls comme tout. Vous venez de suspendre il y a 2 jours le Mali, le Burkina et le Niger. Maintenant, vous venez encore, vous dites que non, il y a eu une détérioration de la situation, il faut une intervention. Vous savez que au niveau de l'Union africaine, pour intervenir, pour que la communauté internationale intervienne, pour que l'ONU, d'où vient l'Occident intervient, il faut l'accord de l'Union africaine. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que pour qu'ils interviennent là, il faut nous. Mais vous les avez suspendus. Quand vous suspendez quelqu'un de vos instances, ça veut dire que vous voulez plus parler avec lui, vous voulez plus le voir, il n'appartient plus à votre organisation. Le Mali, le Burkina, le Niger étant suspendus, ils sont plus sous la coupe de l'Union africaine. L'Union africaine n'a plus rien à dire concernant le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ça qu'on appelle suspension. Mais eux, ils ont suspendu ces pays. Maintenant, ils se rendent compte que mais les Occidentaux veulent intervenir. Comment on va leur donner le droit d'intervenir si eux, ils sont suspendus de nos instances? On n'a plus le droit, on les a suspendus. On n'a plus le droit. Ça, c'est sur la forme même. Vous voyez que c'est des nuls. Maintenant, on va dans les détails. Qui a dit que la situation est incontrôlable au Mali? Je vous ai dit c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire contre le Sahel. J'ai dit ça hier, un coup d'État. Pendant qu'ils préparaient les gens pour intervenir au Mali, ils préparaient aussi des gens pour intervenir au Niger. Ils ont été massacrés, laminés. L'Union africaine devrait plutôt préparer des caisses pour prendre tous ces Arabes là, et quelques Noirs bien sûr, pour les envoyer en France, aux États-Unis. Parce que nous, on ne devrait même pas les enterrer chez nous là-bas. On devait les prendre, les amener à l'autre, en Algérie, en Mauritanie.
Bref, la situation est sous contrôle. Je vous ai dit, pas plus tard que hier, le Niger a envoyé plus de 400 camions citernes. Le problème, c'est que les Occidentaux, ils avaient demandé à leur population de quitter le coin, de partir. Les Américains, les Allemands, les Français, ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter. Ok, leurs ressortissants sont partis. Maintenant, puisque leurs ressortissants sont partis, ils se disaient que ça va créer la psychose, la population au niveau de Bamako va se soulever contre, surtout qu'il n'y a pas de carburant, ils vont se soulever contre Assimi Goïta en se disant que lui n'est pas capable de régler le problème. Ils ont raté ça. Leurs populations qui sont sorties, ils ne sont pas tous sortis d'ailleurs, même pas. Ils ne veulent plus partir. Ici aux États-Unis, là, le chômage est en train de frapper d'une manière. Les entreprises sont en train de fermer. Windy ferme. Starbucks ferme. C'est-à-dire que ça est en train de fermer. Et donc, ça entraîne une situation terrible. Les amis. Voilà là, dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Vous voyez dans quelle situation nous sommes. Et ça ne peut pas se faire comme ça, les amis. Donc, ils n'ont pas pu, par un soulèvement populaire, de voir la population bouger. Elle n'a pas bougé. Maintenant, ils se souviennent que, mais on a encore des gens, nous on paye de l'argent à l'Union africaine, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Et l'Union africaine qui avait pris la décision de suspendre, de sortir donc les pays de l'AES, de leur organisation, se réveillent, disent non, venez, la communauté internationale, les Occidentaux là vont venir intervenir chez vous. Ça ne se fera pas. Je vais vous dire pourquoi. Un, pour intervenir dans un pays, au nom de la communauté internationale, il faut l'accord de ce pays. Assimi Goïta, s'il fait ça, s'il donne son accord là, nous allons le pendre. Mais je suis sûr qu'il ne le fera pas, ils connaissent. Ils ont compris les enjeux, nous expliquons ça tous les jours. Ils connaissent ça mieux que nous, puisqu'ils sont sur le terrain. C'est eux qui pratiquent ça. L'analyse proposée par le docteur Rufin s'inscrit dans un moment charnière de la réflexion continentale africaine, où les mots employés par les institutions, autant que les cadres procéduraux mobilisés, deviennent eux-mêmes des éléments structurants du débat public. En s'appuyant sur une prise de position récente de l'Union africaine concernant le Mali et, par extension, l'espace sahélien, il invite à dépasser la lecture immédiate des déclarations pour en examiner les ressorts institutionnels, les équilibres diplomatiques et les implications stratégiques à long terme. Depuis sa création, l'Union africaine s'est donnée pour mission de favoriser la concertation entre États, de soutenir la stabilité régionale et de promouvoir des solutions concertées aux défis communs. Toutefois, son fonctionnement repose sur des règles précises, des mécanismes de participation codifiés et des procédures qui conditionnent la portée de ses décisions. Le docteur Rufin met en lumière cette architecture institutionnelle en rappelant que toute prise de position officielle ne peut être comprise indépendamment des cadres juridiques et politiques qui la rendent possible. Dans le cas précis évoqué, il attire l'attention sur la manière dont certaines expressions générales sont employées dans la communication institutionnelle. Ces formulations, volontairement larges, visent à inscrire les décisions dans un registre diplomatique acceptable pour un public international diversifié. Cependant, selon son analyse, cette généralité peut parfois masquer des réalités plus spécifiques, liées à des partenariats historiques, à des rapports d'influence économique ou à des intérêts stratégiques anciens. Loin de toute appréciation personnelle, il souligne simplement que le choix des mots participe pleinement à la construction du récit politique. Le docteur Rufin replace également ses prises de position dans une temporalité plus large. L'histoire des relations entre les organisations continentales africaines et leurs partenaires extérieurs est marquée par une succession de phases, coopération étroite, réajustement, redéfinition des priorités. À chaque étape, les institutions ont dû composer avec des contextes changeants, des attentes internes parfois divergentes et des contraintes externes persistantes. Cette dynamique historique éclaire les débats actuels et permet de comprendre pourquoi certaines décisions suscitent interrogations et analyses approfondies. Un autre point central de son propos concerne la notion de participation institutionnelle. Il rappelle que l'appartenance active à une organisation continentale implique des droits, mais aussi des obligations procédurales. Les mécanismes de coordination,
les espaces de dialogue et les cadres de concertation sont conçus pour favoriser des échanges continus entre les États membres. Lorsqu'un pays se trouve temporairement en dehors de ces espaces formels, cela modifie nécessairement les modalités d'interaction et la nature des décisions qui peuvent être prises à son sujet. Cette réalité institutionnelle, souvent méconnue du grand public, constitue pourtant un élément clé de la compréhension des enjeux actuels. Le docteur Rufin insiste également sur la nécessité de distinguer la communication publique des processus décisionnels internes. Les déclarations officielles répondent à des impératifs de clarté et de lisibilité, tandis que les discussions internes obéissent à des logiques plus techniques, parfois longues et complexes. Comprendre cette distinction permet d'éviter les interprétations hâtives et de replacer chaque prise de parole dans son contexte réel. Au-delà du cas du Mali, cette réflexion s'étend à l'ensemble de l'espace sahélien, région marquée par une forte interdépendance entre États. Les dynamiques économiques, sociales et institutionnelles y sont étroitement liées, ce qui rend toute analyse strictement nationale insuffisante. Le docteur Rufin souligne ainsi l'importance d'une approche régionale, fondée sur la coopération et la compréhension mutuelle des trajectoires nationales. Son analyse met également en avant le rôle central des autorités locales dans toute réflexion durable. Les institutions continentales peuvent proposer des cadres, faciliter des dialogues et accompagner des initiatives, mais elles ne sauraient se substituer aux acteurs directement concernés. Cette reconnaissance du rôle des décideurs nationaux participe d'une vision équilibrée, où la responsabilité est partagée et où la souveraineté institutionnelle demeure un principe structurant. Dans cette perspective, le propos du docteur Rufin se veut avant tout pédagogique. Il invite à lire les événements avec méthode, à interroger les mécanismes plutôt que les intentions supposées, et à privilégier une compréhension documentée des réalités institutionnelles. Cette démarche analytique contribue à élever le niveau du débat public et à encourager une réflexion collective plus sereine. L'histoire du continent africain montre que les périodes de transition sont souvent accompagnées de débats intenses sur les orientations à suivre. Ces débats, lorsqu'ils sont menés dans un esprit de respect et de recherche de solutions, peuvent devenir des leviers de progrès. Le docteur Rufin rappelle implicitement que la solidité des institutions repose sur leur capacité à s'adapter, à dialoguer et à évoluer en fonction des réalités contemporaines. En conclusion, cette analyse offre une lecture nuancée des cadres décisionnels en place, sans jugement ni prise de position partisane. Elle met en lumière la complexité des mécanismes institutionnels africains et la nécessité d'une compréhension approfondie des enjeux régionaux. Elle ouvre également une perspective constructive, où le dialogue, la connaissance et la coopération apparaissent comme des piliers essentiels pour l'avenir du continent. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce message rappelle que l'avenir se construit dans la patience, la concertation et l'intelligence collective.